Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. L'Espagne sera au cœur de notre émission ce soir. Alors que l'Italie vient de basculer vers l'extrême droite, rappelant les heures les plus sombres de son histoire, qu'en est-il en Espagne? Pourrait-on craindre une percée de Vox, parti espagnol d'extrême droite, aux prochaines élections? L'Espagne, un pays où les blessures du passé ne sont pas non plus refermées, une loi dite de mémoire démocratique vient d'être votée au Parlement. Elle réhabilite les victimes du franquisme, mais elle divise. Cette loi, l'état de la laïcité dans le pays, la prédominance toujours importante de la religion catholique, l'état des droits humains, on en parle avec nos deux invités ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors bonsoir à tous les deux. Tout d'abord, donc Pablo Gutiérrez Toral, vous êtes responsable des relations internationales au sein d'Europa Laica, donc une association qui défend la laïcité, donc la séparation des églises et de l'État en Espagne. Et Victor Fernandez Soriano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire, professeur à l'ULB et à l'Université de Lille notamment, et spécialiste de l'histoire de l'Espagne contemporaine. Alors, je vais déjà me tourner vers vous, Pablo Gutiérrez Toral. Je parlais de laïcité, de prédominance toujours importante de la religion catholique. Quand on est membre d'une association espagnole qui défend la laïcité, est-ce que c'est facile de travailler en Espagne ? Non, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'en Espagne, on a beaucoup de contradictions. On a une société qui est très sécularisée, mais après, d'un point de vue politique, on n'a pas de soutien. Et c'est très compliqué de faire avancer les choses, même si au niveau social, l'Espagne est toujours plus proche à la laïcité d'un point de vue courant, on va dire la vie de chaque jour. D'un point de vue politique, c'est toujours très compliqué de faire avancer les choses. Oui, j'ai lu une étude de 2017 qui était la laïcité en chiffres de la Fondation Ferrer y Guardia, qui dévoilait que donc les jeunes non-croyants dépassaient pour la première fois ceux qui disaient croire en Dieu. Donc on a quand même, on va dire dans les faits, une société qui se laïcise de plus en plus. Oui, les derniers chiffres, je pense que dès 2021, on a 40% de non-croyants et seulement 17% de catholiques pratiquants. Et 3% d'autres religions. Et si on parle des plus jeunes, de 18 à 34 ans, on a seulement 30% de catholiques pratiquants plus les non-pratiquants. Donc c'est vraiment très peu. Alors Victor Fernandez Soriano, vous me disiez en préparant l'émission que alors c'est vrai que la société espagnole se laïcise dans les faits, mais c'est vrai que le terme laïcité, comme nous on l'entend peut-être en Belgique, en France, n'a pas nécessairement la même signification en Espagne. Mais le terme a sans doute la même signification, mais c'est vrai qu'il n'est pas utilisé de la même manière. Et effectivement, comme Pablo le disait tout à l'heure, en fait, le grand paradoxe de la société espagnole en termes de laïcité, c'est ce décalage entre une société qui est fort sécularisée, qui n'a pas une pratique très répandue de la religion, contrairement à d'autres sociétés aussi méditerranéennes, etc. Mais en revanche, cette séparation entre l'Église et l'État est certainement moins nette que dans le pays du nord de l'Europe. Et puis, la laïcité, Pablo, il sait beaucoup plus que moi, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui est souvent absent des débats publics et qui est à la limite relativisé dans les débats politiques. Ce n'est pas un sujet aussi présent que dans les espaces publics français ou belges, notamment belges francophones. Alors, comment on peut expliquer vraiment cette prédominance toujours très importante de la religion catholique dans la société espagnole? C'est vraiment lié à la période franquiste et au lien très fort qui unissait Franco et l'Église catholique et qui, finalement, ont permis que l'Église catholique s'installe et soit toujours bien présente aujourd'hui. Donc, bien entendu, la réalité historique est toujours complexe, mais la dictature franquiste a joué un rôle important dans la mise en avant de l'Église dans l'espace public. Donc, la guerre civile avant la dictature franquiste opposait des blocs idéologiques qui étaient marqués par leurs idées politiques,
mais qui avait aussi une dimension religieuse dans la mesure où certains partis politiques de la gauche espagnole étaient traditionnellement anticléricaux. Alors que la droite espagnole, des tendances modérées qui se sont retrouvées à propos dans le bloc républicain lors de la guerre civile, aux tendances réactionnaires, qui étaient celles derrière le bloc franquiste, étaient profondément cléricales. Donc la dictature espagnole, la dictature de Franco, a la caractéristique aussi d'avoir ancré sa légitimité dans la religion catholique. Le franquisme se présentait comme un régime national catholique. Ça, c'était le mot utilisé à l'époque dans la propagande et dans la politique. Et puis, bien entendu, l'Église catholique, surtout pendant très longtemps, l'Église officielle, et nourrissait, alimentait cette légitimité du franquisme. C'est de lors que datent les accords avec le Vatican, et aussi l'Église catholique a obtenu un pouvoir énorme pendant la dictature. Après, les choses ont pas mal changé depuis la fin de la dictature à la fin des années 70, et puis aussi, en fait, il ne faut pas négliger aussi l'importance de la société post-franquiste dans ces enjeux, parce que finalement, il y a quand même aussi eu une réaction sociale face à la présence dominante au pouvoir de l'Église, parce que la société espagnole a beaucoup changé entre peu de temps. Au début des années 70, en Espagne, des droits qui étaient acquis déjà au nord de l'Europe, comme le divorce, comme le mariage civil, etc., n'existaient pas. En revanche, 10 ans plus tard, ils étaient tous acquis. Donc, finalement, cette période a aussi transformé un peu le sentiment religieux, mais forcément, le lait de la période franquiste est aussi fort à cet égard. Pablo Gutiérrez Toral, ici notre invité, donc Víctor Fernández Soriano, parlait des accords avec le Vatican. C'est-à-dire que l'État espagnol a toujours aujourd'hui un accord avec le Vatican, et c'est une des choses que vous dénoncez, vous, au niveau de l'association Europa Laica. Oui, ces accords sont très importants parce que c'est le renouvellement du Concordat de 1953. Et d'une façon plus moderne, on va dire. Elle est considérée comme un traité international, mais dans ces cas, normalement, les traités internationaux, c'est pour discuter des choses internationales. Ici, c'est un pays, le Vatican, qui se met dans les affaires intérieures au sein de l'Espagne. Donc, ce sont des accords qui ne permettent pas d'arriver à la pleine liberté de conscience en Espagne et qui ont des implications très importantes sur l'enseignement et sur la fiscalité, parce que l'Église catholique, elle est totalement libre d'impôts, sauf la TVA, qui a été une obligation de l'Union européenne dans les années 2000, la TVA. Pour le reste, elle est totalement libre de payer d'impôts. Et après, dans l'enseignement, ils ont la possibilité de se mélanger avec, on va dire, les décisions des conseils scolaires. Par exemple, dans les accords du 79 pour l'enseignement, l'État doit respecter la morale et l'éthique chrétienne dans l'enseignement public, même dans les écoles publiques. C'est une des implications de ce type d'accord. Et les enseignants des religions catholiques sont payés par l'État, même s'ils sont choisis par les évêques. Donc, ce sont les évêques qui font la sélection des professeurs dans les écoles publiques, et c'est l'État qui les paye. Alors, on sait que le Premier ministre actuel, c'est un socialiste, Pedro Sánchez. Il fait partie de ces premiers ministres espagnols qui ont décidé de ne pas prêter serment sur la Bible, mais de le faire sur la Constitution. Alors, déjà, là, on voit qu'il y a une forme d'évolution. Mais est-ce que lui compte s'attaquer à cet accord avec le Vatican ? Il y a des avancements. C'est vrai, ça de l'inauguration du président et des ministres aussi. On a des funérailles d'État maintenant qui sont civiles, des cérémonies qui sont civiles. Jusqu'à ce moment, c'était des cérémonies religieuses.
Mais après, il y a des négociations un peu opaques qu'on ne connaît pas très bien avec le Vatican. Et parce que dans son programme électoral et dans les accords de gouvernement, il y avait l'abolition des accords avec le Vatican et l'approbation d'une loi de liberté de conscience. 3 ans après, on n'a pas de nouvelles. Mais on voit qu'il y a toujours des négociations avec le Vatican pour l'exhumation de Franco. La conférence épiscopale n'a pas posé des problèmes, par exemple, et aussi avec les problèmes de les propriétés immobilières de l'Église, dans lesquels ils sont arrivés à des accords qui ont été négociés d'une façon un peu opaque. Un peu opaque. Et alors, vous parlez d'une loi sur la liberté de conscience. En quoi consiste cette loi? Quel est l'objectif? Alors, elle n'a pas encore été promulguée, elle n'a pas encore été votée, mais en tout cas, quelles sont les promesses qui ont été faites par le Premier ministre concernant cette loi? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez en tant qu'association qui défend la laïcité? On a besoin de cette loi parce que notre Constitution n'inclut pas la liberté de conscience. Il y a la liberté de religion, d'idées, etc. Et après, on a une loi de liberté religieuse de 1980, mais pas de liberté de conscience. Donc, ces lois de liberté religieuse, elle est très ciblée sur les religions, mais non pas en considération les non-croyants ou des personnes qui ont autre type de conscience. Donc, ça qu'on veut, c'est d'arriver à une loi qui tient compte de tous les types de conscience qu'il y a dans la société, pas seulement celle religieuse, et qui considère aussi la séparation claire et la neutralité de l'État pour l'enseignement, pour la symbologie dans les bâtiments publics, par exemple. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas une vraie loi qui défende la neutralité de l'État. Aussi, par exemple, pour le problème de la blasphémie, en Espagne, on n'a pas comme tel ce type de comment vous l'appelez? Quand on fait la blasphémie, c'est un délit, non? Un délit, voilà. Un délit de blasphème. Mais on a les délits d'offense aux sentiments religieux. Et plus ou moins, c'est le même. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a eu des procès encore récemment. Alors, ça peut paraître un peu anachronique quand on est ici en Belgique de voir des procès encore pour blasphème, alors qu'en Espagne, ça se fait. Il y a encore des condamnations. Alors, il y a eu aussi des personnes qui n'ont pas été jugées coupables, mais il y a aussi des condamnations pour blasphème. Oui, et par exemple, il y a aussi des vierges qui sont décidées comme des mères honoraires dans la commune, je veux dire les mères. Bourgmestre ou mère. Comme ça, ou qui reçoit des médailles au mérite civil, au mérite militaire et des choses comme ça pour un vierge. On a dénoncé ça en Europa Laïque et on vient de perdre au tribunal. On doit payer maintenant 8 000 €. Entre 6 000 et 8 000 €. Ouais. Ah ouais, donc ça veut dire que ce sont des choses qui sont encore ancrées, et notamment au niveau de la justice, parce qu'évidemment, ça reste dans la Constitution. Victor Fernández Soriano, alors on a parlé de plusieurs promesses qui ont été faites ici par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez. Parmi ces promesses, il y a quand même une qui vient d'être adoptée, c'est-à-dire qu'il y a une loi de mémoire démocratique, une loi qui réhabilite les victimes du franquisme, qui va notamment obliger l'État à vraiment faire les recherches des victimes et de toutes ces victimes qui n'ont pas été identifiées, que ce soit pendant la guerre civile ou pendant la période de dictature. Ça signifie quoi? Qu'à l'époque, à la fin de l'ère Franco, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu à ce moment-là vraiment de condamnation, par exemple? Pas du tout. En fait, c'est l'une des caractéristiques du modèle espagnol de transition politique. C'est un type de transition qui fait table rase du passé dictatorial. C'est dans ce sens, c'est un cas très différent de celui d'autres pays qui sont passés par des processus de transition analogues comme la Grèce, où il y a eu des procès contre les autorités de la dictature, contre aussi les forces de sécurité pendant la dictature, ou en Argentine, où en 1986, les dirigeants de la dictature, notamment les dictateurs,
les généraux de la dictature, ils ont été condamnés pour crimes contre l'humanité en Argentine. En Espagne, on est vraiment à l'opposé. C'est une transition. En fait, le modèle de transition espagnol se veut un modèle de conciliation, de réconciliation, comme on lui dit souvent dans le vocabulaire politique en Espagne. Et donc, bien au contraire, c'est plutôt des amnisties et des lois qui ont enfin permis des continuités très claires entre les pratiques de répression de l'État dictatorial et le nouvel État démocratique. Donc ça, c'est déjà un constat important. Après, voilà, est-ce qu'il faut vraiment cautionner cela? Les circonstances en Espagne à la fin des années 70 étaient telles que... Je rappelle que Franco est décédé donc en 75. Il est décédé, mais la dictature ne s'est pas arrêtée à sa mort. Il est décédé dans son lit de vieillesse en novembre 75. Et ensuite, il a quand même laissé une dictature intacte. Donc, son successeur légitime était le roi, le père du roi actuel, qui a commencé son règne en tant que roi absolu, entre guillemets, et donc c'est dans ce contexte que le processus de transition démocratique se mise en place, mais entamé par les élites de la dictature. Après, voilà, par des personnalités très, très honorables qui ont vraiment poussé en avant le processus de transition démocratique, mais qui étaient à l'origine des cadres des milieux politiques de la dictature franquiste. Donc c'est un processus qui a été très long, contrairement à d'autres processus de rupture, contrairement au cas portugais par exemple, c'est une révolution qui a mis fin à la dictature. C'est un processus qui s'est prolongé qui s'est étalé sur 3 à 4 ans. En fait, les premières élections démocratiques ont eu lieu à vrai dire, fin 76, et c'était un référendum pour la réforme politique, comme on l'appelait à l'époque, mais les vraies premières élections démocratiques, les premières élections législatives démocratiques, elles ont eu lieu en juin 77. Et puis la Constitution, elle date de décembre 78. Donc c'est un processus très long, très tendu, où les tensions aussi avec les militaires, avec les cadres du franquisme ont été fortes. Et puis aussi, il y a aussi la violence terroriste qui s'est ajoutée à l'équation. En fait, c'est aussi un peu le début de l'ETA, des actions terroristes de l'ETA, plus d'autres groupes. Donc c'était un contexte fort tendu et où finalement c'est la logique des acteurs du processus a été une logique d'amnistie des hauts cadres de la dictature et de réconciliation, comme on le dit, mais pas de procès. Pablo Gutierrez-Sorel, je voyais que vous vouliez réagir, donc je vous donne la parole. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut rappeler aussi que dans la transition, il y a beaucoup de choses qui ont été négociées, mais il y avait un noyau dur, on va dire, qui n'était pas négociable, avec 2 points. Le premier, c'était la monarchie. Il n'y avait pas de négociation sur ça. Et l'autre, c'était la relation avec l'Église. Et il faut rappeler que la Constitution espagnole a été approuvée par plébiscite au début de décembre 1978. En fin décembre, elle a été ratifiée. Le 29 décembre, elle a été publiée dans le bulletin officiel. Et 5 jours après, le 3 janvier, les accords avec le Vatican ont été signés. Donc ça veut dire que les accords avec le Vatican, ils sont négociés pendant l'époque pré-constitutionnelle. Donc ça explique beaucoup. Et c'est intéressant de rappeler que l'Église avait beaucoup de privilèges dans ces accords, mais elle avait aussi une obligation, que c'était d'arriver à son propre financement. Depuis plus de 40 ans, on n'a pas de nouvelles de ce type d'obligation, si l'Église a avancé ou pas, parce qu'on n'a pas
l'information. Il n'y a aucune transparence par rapport à ça. Alors on le disait, ça n'a pas été fait, tout ce travail n'a pas été fait du coup pendant la transition démocratique, d'où la volonté aujourd'hui de réhabiliter les victimes, de rechercher les disparus. Peut-être Pablo Gutiérrez, dans la société espagnole, vous sentez que c'est quelque chose qui anime encore. On dit que cette loi, elle divise beaucoup, que la droite dit que ça ravive les douleurs de la guerre, que ça ravive les douleurs de la dictature et qu'il faut oublier tout ça. Quel est votre sentiment ? Je pense que ce type de déclaration de la droite, c'est toujours du populisme. Il y a des gens qui ont été affectés par la guerre civile et la dictature franquiste et qui ils sont pas réhabilités. Les autres disent non, mais on était tous dans le même sac, on va dire, mais c'est pas vrai. Les gens qui étaient dans la partie franquiste ont été, c'est pas comment dire, premiers, ils ont reçu tous les honneurs. Donc c'est pas que les gens étaient dans la même situation. On peut faire ce type de considération. Ok, il faut pas aller en arrière parce qu'on a passé tous un moment très mauvais. Mais après la guerre ou après la dictature, il y a une partie de l'Espagne qui a reçu tous les honneurs et une autre partie qui a été oubliée. Donc, ce n'est pas une question de on ne va pas diviser la population parce que non, c'est nécessaire d'arriver à ce type de réhabilitation. Sinon... Est-ce que, Victor Fernández Soriano, est-ce que par exemple l'extrême droite reprend un peu ces théories et le fait que ce genre de loi ne fait que raviver les tensions est-ce qu'elle joue là-dessus aussi l'extrême droite aujourd'hui C'est l'un des arguments de force de l'extrême droite et pas que de l'extrême droite, c'est l'un des arguments de force de la droite en général. Bon, vous savez qu'aujourd'hui il y a un parti d'extrême droite qui monte un peu... et de manière inquiétante en Espagne, mais ce parti trouve ses origines dans le parti de droite classique. C'est un peu une scission, un peu comme la MVA en Flandre. Et donc là, cet argument qui est un argument rhétorique de dire que c'est une manière de raviver les vieilles tensions ou de ressusciter le mort, comme on dit parfois, il n'est pas nouveau. Il est utilisé par Vox aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a lu dans la presse de ce matin, mais il est aussi utilisé par le Parti populaire. C'est un vieil argument. Après, il ne faut pas oublier que ces fêtes, les fêtes de la guerre civile, datent d'il y a plus de 80 ans. Donc, c'est une génération qui est déjà presque disparue. Donc aujourd'hui, je pense que lorsqu'on utilise ce type d'arguments politiques, bon, j'insiste sur le fait que ce sont des arguments plutôt rhétoriques, mais en fait, ce sont de manières d'instrumentaliser un fait d'histoire, la guerre civile, dans un débat idéologique, alors que je pense que suffisamment de temps est passé pour faire un bilan de la violence qui passe par l'archéologie finalement. Est-ce que retrouver les charniers, déterrer les victimes de la répression, c'est aujourd'hui un exercice d'archéologie, c'est pas un vrai enjeu politique. Alors, on parlait de l'extrême droite et c'est vrai que j'ouvrais l'émission en parlant de l'Italie. Est-ce que c'est une menace qui pèse aussi sur l'Espagne, cette montée des extrêmes Donc, on sait que il y a Vox, effectivement, qui petit à petit a pris de la puissance. Il est même au pouvoir, en coalition dans une des régions d'Espagne. Donc, est-ce qu'on craint vraiment, on sent cette montée en puissance, comme on peut l'avoir en Italie ? Oui, on le sent, mais surtout parce qu'en Espagne, les régions ont beaucoup de pouvoir et on a déjà 2 régions dans lesquelles Vox est dans les... Par exemple, j'habite à Castilla et Léon, c'est une des régions qui est dans le centre d'Espagne et on est concerné pour ça parce qu'on a Vox dans notre gouvernement régional. Et il faut toujours rappeler que les gouvernements régionaux en Espagne ont beaucoup de pouvoir. C'est pas...
un gouvernement qui décide des choses très petites, non. Il y a beaucoup de choses qui sont décidées. Est-ce que justement, il y a des décisions qui ont été prises depuis qu'ils sont au pouvoir? Est-ce que vous voyez une vraie différence dans toute une série de domaines, que ça concerne les droits humains, les droits des femmes, la migration? Est-ce qu'on sent vraiment des politiques très dures? Par exemple, dans notre région, ils ont des pouvoirs dans des domaines qui ne sont pas très liés à ce type. Par exemple, ils ont le contrôle de l'agriculture, élevage, autres types de choses. Mais on voit déjà des choses qui sont symboliques et qui marquent la tendance. Par exemple, l'année prochaine, à Castille et Léon, les jours de la région qui est le 23 d'avril, normalement c'est le 23 d'avril qui est le jour de la région, la fête de la région, il ne sera pas férié. Donc le jour qui sera férié, c'est le 25 juillet. Et le 25 juillet, c'est le jour de Saint Jacques, qui est le patron de l'Espagne. D'un point de vue religieux. Donc, ce sont des choses symboliques, mais ça marque déjà une tendance. Oui, je vous laisse la parole. Il y a aussi un autre effet pernicieux, c'est que finalement, cette percée de Vox est en train d'attiser un peu les esprits du parti populaire qui va vers la radicalisation. Parce que finalement, c'est peut-être un phénomène différent de celui qui est en place en Italie aujourd'hui. Et donc, probablement, la percée électorale de Vox, je ne sais pas si c'est arrêté, mais en tout cas, elle va probablement se relativiser, mais au prix d'une radicalisation aussi de la droite traditionnelle, de la droite conservatrice. Pablo Gutiérrez-Torrel, je le disais, vous êtes donc membre d'Europa Laïca qui, avec le Centre d'action laïque, est membre du réseau laïque européen. Donc la défense de la laïcité, des droits humains, etc., c'est quelque chose pour lequel vous vous battez au niveau européen, aux côtés notamment du Centre d'action laïque. Quelle réaction vous avez, vous, par rapport à ce qui se passe en Italie? Vous revenez, je pense, d'Italie. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'association? En tant qu'association, on doit dénoncer tous les types de mouvements qu'on a déjà en Espagne vers des politiques comme l'Italie. Il ne faut pas arriver à voir l'extrême droite au gouvernement. C'est ça que Victor disait. Parfois, c'est plus dangereux d'avoir une droite plus modérée qui tente d'imiter l'extrême droite pour gagner des votes. Et on a déjà des régions en Espagne dans lesquelles les gens commencent à parler de ce qu'on appelle le PIM parental, par exemple, que c'est les parents qui peuvent censurer les activités extrascolaires dans les écoles. Et ils ont commencé à le faire. Par exemple, s'il y a une activité d'éducation sexuelle ou des droits de la femme, etc., les parents ont le droit de censurer ce type d'activité et leurs enfants ne seront pas dans les activités. Donc, on commence déjà à voir ce type de choses, il faut les dénoncer. Peut-être juste une dernière question, Victor Fernández Soriano. Avec un point de vue d'historien, comment vous interprétez le fait que des populations qui ont notamment connu le fascisme et avec la dictature de Franco retournent vers des politiques d'extrême droite qui rappellent quand même des heures très sombres de l'histoire? En fait, ce que je trouve inquiétant, c'est que c'est pas forcément ces générations-là. Ces générations-là, je le rappelle, ont déjà un certain âge. La génération qui a vécu la guerre, elle est en train de disparaître maintenant. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que ce sont les jeunes générations qui n'ont pas connu la dictature, qui sont en train de tourner vers des positions politiques extrémistes et profondément réactionnaires. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Italie. En fait, il y a un pendant historique assez ténébreux qui a lieu aujourd'hui en Quittali, est-ce que c'est un gouvernement post-fasciste qui sera sans doute mais qui entrera sans doute en fonction à l'anniversaire de 100 ans de la marche sur Rome de Mussolini. Donc, c'est quand même très symbolique. Inquiétant. En tout cas, merci vraiment à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce qui se passe en Espagne. Je pense que c'est un pays dont on ne parle pas nécessairement beaucoup ici en Belgique, mais où on voit qu'il y a quand même beaucoup d'implications, que ce soit sur les questions d'extrême droite, de l'importance de l'Église, de la défense de la laïcité. Alors, il y a d'autres sujets dont on n'a pas parlé, mais par exemple, Europa Laïca, vous vous battez aussi beaucoup pour que la question d'immatriculation en Espagne, donc c'est le fait
fait que l'Église catholique est en fait le plus grand propriétaire du pays parce qu'elle possède toute une série de bâtiments, même des bâtiments publics. Et donc, voilà, ça fait partie aussi de vos combats et ça montre l'importance de l'Église et la prédominance toujours importante de l'Église catholique dans la société et sur l'État espagnol. Donc, merci beaucoup, Pablo Gutiérrez Toral. Je rappelle que vous êtes responsable des relations internationales au sein de l'association Europa Laica, et Victor Fernandez Soriano, donc professeur à l'ULB et à l'Université de Lille, historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée à tous. Merci beaucoup. Merci.